Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. On ne pensait pas que vous seriez si nombreux. Donc je suis Pauline Jean-Mougin, je suis médecin généraliste à Nantes et professeur associé au DMG de Nantes. Donc si j'interviens, moi c'est sur les antibiotiques, vous aurez bien compris. Et donc ça tombe bien, c'était dans la top 5 de Mathilde. Moi, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée en Pays de la Loire qui s'appelle Action et qui a fait l'objet d'une publication là, très récente qui vient d'être acceptée dans le JMIR et qui va être disponible d'ici quelques jours probablement. Je dois vous déclarer d'abord un conflit d'intérêt énorme pour cette étude. C'est que je suis co-créatrice et coordinatrice d'Antibiotiques et vous allez comprendre pourquoi. C'est très important que je vous le dise d'emblée. Je ne vais pas vous faire plein de diapos sur la surconsommation antibiotique parce que je pense que tout le monde en a soupé et le contexte est très connu. Malgré tout, je vais vous présenter 4 tableaux qui vont expliquer comment et pourquoi on a construit notre étude. Premier tableau sur l'évolution des consommations et des prescriptions antibiotiques sur les 10 dernières années, 2013-2023. C'est un rapport de Santé publique France qui vient de sortir là en novembre. Qui montre que la consommation est toujours très importante. On est toujours le 5e pays européen là sur le document qui vient de paraître. En dehors de l'année exceptionnelle de 2020 où on a eu 17% de réduction d'antibiotiques, en 2023 on a l'impression qu'on rattrape les années pré-Covid et qu'on est toujours sur cette très légère diminution. Mais vous voyez qu'entre 2020 et 2023, malheureusement, on n'a pas réussi à maintenir cette réduction drastique des antibiotiques. L'autre tableau que je voulais vous montrer, c'est la classification EWARE de l'OMS qui classe les antibiotiques en 3 catégories différentes. La première catégorie, la catégorie Access, ce sont les antibiotiques à usage préférentiel qui sont peu pourvoyeurs d'antibiorésistance et qu'il faut utiliser de façon préférentielle, nous notamment en médecine générale. Il s'agit des pénicillines avec l'amoxicilline seule, amoxicilline seule versus amoxicilline acide clavulanique, certains macrolides, la phosphomycine, la nitrofurantoïne pour les antibiotiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis la deuxième catégorie, c'est la catégorie Watch, et ça c'est des antibiotiques à usage restreint, avec des antibiotiques qu'on appelle critiques nous en France, et qui sont des antibiotiques qui sont spécialement pourvoyeurs d'antibiorésistance, notamment l'amoxicilline acide clavulanique, qui est une des premières molécules de cette catégorie utilisée en France, les fluoroquinolones et les céphalosporines. Et puis après, la troisième catégorie, ça c'est des antibiotiques vraiment à usage exceptionnel en milieu hospitalier pour des pathologies un peu très spécifiques. Le troisième tableau, c'est la saisonnalité de la consommation des antibiotiques. Sur une année, c'est assez intuitif. Mais au moins c'est mesuré. On prescrit beaucoup, on consomme beaucoup d'antibiotiques en hiver, on en consomme moins au printemps et très peu en été, d'où l'intérêt, si on fait une étude sur les antibiotiques, de les mesurer sur une année complète. Et puis la dernière, c'est pour vous montrer que dans la prescription des antibiotiques, toutes les catégories de population ne sont pas traitées pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir une surprescription d'antibiotiques chez les plus jeunes. 0,4 ans, vous voyez, c'est la courbe bleue. Et puis chez les plus âgés, 65 ans et plus. Vous allez voir pourquoi je vous montre ça, parce qu'en fait, vous allez retrouver tous ces éléments dans notre étude. Malgré énormément de plans antibiotiques, de très nombreux acteurs impliqués dans la réduction du volume des antibiotiques, les médecins généralistes sont toujours les plus grands prescripteurs en ville. 75% des prescriptions sont issues des médecins généralistes. Les questions, c'est vraiment comment on atteint ce public et surtout par quels moyens on peut agir sur leur prescription. Donc nous, on avait envie de faire une étude interventionnelle qui allait toucher précisément le médecin généraliste dans son cabinet. Et on s'est demandé, mais qui peut faire ça ? C'était le moment aussi, j'aurais voulu que Madame Cazeneuve soit là. Du coup, nous, on est allé voir les délégués d'assurance maladie. Les délégués d'assurance maladie, je vais les appeler dames, ce sera beaucoup plus facile. Ce sont des professionnels de l'assurance maladie formés à la qualité et à la pertinence des soins dans un objectif de promotion des bonnes pratiques. Donc là-dessus, on se rejoint finalement sur l'objectif. Donc nous, en fait, on a l'habitude, vous avez vu Jean-Pascal à Nantes, de travailler avec eux. Et donc pour cette étude, on a élaboré le protocole très en amont déjà avec la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire.
Et on a carrément construit l'intervention des dames auprès des médecins généralistes avec eux. C'est-à-dire qu'on a écrit, créé, testé les éléments de langage. On est allé former les dames avant la campagne d'intervention sur le contexte d'antibiorésistance, sur les messages clés à délivrer, sur comment parler aux généralistes et sur les stratégies de non-prescription qu'on pouvait leur proposer. Notre étude, elle avait comme objectif principal d'évaluer l'effet d'une intervention multifacette, je vais revenir dessus, versus une intervention standard, versus un groupe contrôle. Dans l'intervention multifacette, je vais le détailler juste après, il y avait la visite du DAM, plus la démonstration d'un CDSS, un outil d'aide à la décision qui était antibioclique. Dans le groupe d'intervention standard, c'est la visite standard, en fait, donc le délégué d'assurance maladie qui va visiter. Et dans le groupe contrôle, le délégué d'assurance maladie visitait aussi les médecins, mais sur une thématique qui était totalement différente. Notre critère de jugement principal, c'était le volume d'antibiotiques, le volume total d'antibiotiques systémiques délivrés en DDD, c'est les doses journalières, par les médecins généralistes à 12 mois. Et on avait 3 critères secondaires, le volume d'antibiotiques délivrés à 3 mois de suivi, le volume d'antibiotiques critiques délivrés, donc amoxicilline, acide clavulanique, fluoroquinolone et céphalosporine, et le volume d'antibiotiques délivrés dans 2 sous-groupes, les plus de 65 ans et les enfants de moins de 6 ans. Notre méthode, c'était une étude d'intervention contrôlée randomisée en cluster, avec un financement des GOS au titre du PREPS. Elle s'est déroulée de juillet 2019 à janvier 2021, et on a utilisé comme base de données celle de l'assurance maladie, le SNIRAM. En fait, on a fait notre intervention sur la pratique habituelle des délégués d'assurance maladie en vie réelle. En fait, on n'a pas changé leur habitude. Vous recevez en tant que médecin généraliste 3 à 4 fois par an les dames qui vont vous parler d'une thématique qu'ils ont choisie. On s'est basé sur cette activité-là et qui n'avait jamais été évaluée côté assurance maladie. C'est une analyse en intention de traiter. La randomisation a été assurée par le service de la caisse régionale en 3 groupes. Il faut savoir que les médecins généralistes étaient donc mis dans un des 3 groupes, mais que si plusieurs médecins généralistes étaient dans un cabinet de groupe ou une maison de santé pluriprofessionnelle, on mettait le cabinet de groupe dans le même groupe de randomisation pour pas qu'ils puissent se contaminer. Et on est parti de 2758 médecins généralistes en Pays de la Loire. On a fini par randomiser 2501 médecins généralistes. Alors en fait, on a exclu tous les médecins généralistes avec des exercices particuliers. Et puis ceux qui faisaient l'étude, qui l'avaient construit, donc mes collègues et moi. Et on les a randomisés donc, dans 3 groupes. Premier groupe CDSS. Celui-là, il y avait donc la visite du DAM dans le cabinet du médecin généraliste qui allait délivrer des informations sur l'antibiorésistance qu'on avait construit et qui faisait un retour, un feedback sur les prescriptions individuelles du médecin grâce à la ROSP, aux données de la ROSP, ce que fait souvent le DAM avec vous quand il veut vous parler de vos arrêts de travail, etc. Et en fait, le DAM, dans ce groupe-là, faisait une démonstration du site antibioclique et l'installait sur l'ordinateur du médecin généraliste et il montrait 2 pathologies, l'angine et la cystite. Dans le groupe visite standard, le délégué d'assurance maladie allait dans le cabinet du médecin, faisait les mêmes délivrances d'informations, la même activité de feedback sur les prescriptions individuelles du médecin, mais par contre, il donnait un document papier typique de l'assurance maladie, qu'on avait travaillé ensemble aussi, sur l'angine et la cystite, en ciblant vraiment ces 2 pathologies. Et puis dans le groupe contrôle, il y avait une visite sur une autre thématique type lombalgie. On a eu quelques médecins qui sont sortis des groupes, notamment parce que soit ils n'avaient pas accepté la visite du DAM, ce qui est quand même relativement fréquent, j'ai l'impression, et ceux qui avaient cessé leur activité pour un départ à la retraite. Vous voyez que les groupes sont à peu près homogènes. Et donc notre critère principal, en fait, comme résultat, dans le groupe CDSS, donc visite plus antibioclique, en fait, on a mesuré, j'ai pas ma flèche, voilà, une diminution du volume total d'antibiotiques de 219 DDD, doses journalières, sur 12 mois, et cette diminution était significative. On avait aussi une diminution du volume total dans le groupe visite standard avec document papier,
mais ces résultats n'étaient pas significatifs. Et en fait, quand on a calculé le pourcentage pour que ça soit un petit peu plus parlant pour les gens qui écoutent ces résultats, en fait, dans le groupe visite plus antibiotiques, on a réussi à diminuer finalement de 4,4% le volume total d'antibiotiques délivrés sur 12 mois par rapport au groupe contrôle. On a regardé nos critères secondaires, donc je vous rappelle la prescription à 3 mois, les antibiotiques critiques et dans les 2 sous-groupes d'âge. En fait, on n'a pas montré d'effet à 3 mois. Vous voyez que là, il n'y a aucun effet à 3 mois, ni de la visite avec antibiotiques, ni de la visite standard. Par contre, en fait, on a un effet important sur les antibiotiques critiques, ici, et sur chaque molécule d'antibiotiques critiques qu'on avait choisie, dans le groupe antibiotique et dans le groupe visite standard. Et puis par contre, dans les 2 sous-groupes d'âge, plus de 65 ans et moins de 6 ans, on a eu un effet dans le groupe visite plus antibiotique, avec une diminution du volume total à 12 mois, dans ces groupes. En fait, nous, notre étude, c'était la première étude de ce type avec un impact positif et sur le volume antibiotique et sur la nature des antibiotiques et dans 2 classes d'âge particulières, en plus en soins primaires. Pourtant, la littérature était très discordante. En fait, il y a autant d'articles qui vont montrer un effet positif sur l'audit, le feedback, que de non-effet. Il y a aussi des gens qui essayent de faire du feedback et de l'information, mais que par mailing, et ça ne marche pas. On peut trouver des revues systématiques de la littérature aussi qui montrent que certains CDSS vont améliorer le côté approprié des prescriptions antibiotiques, mais plutôt en milieu hospitalier. Et puis d'autres qui vont montrer que les CDSS ont peu d'impact. En fait, notre hypothèse, c'est que notre étude a fonctionné parce qu'on a utilisé plusieurs leviers, le côté multifacette, avec des éléments de langage qui avaient été construits conjointement dès le début avec les professionnels de l'assurance maladie. La visite en face à face, c'est quand même pas pareil quand quelqu'un vient dans votre cabinet, vous parle de vos prescriptions avec un feedback où il y a des données objectives qui montrent que vous prescrivez quand même probablement trop d'amoxicilline acétylclavulanique par rapport aux médecins de votre région. Et la démonstration d'un outil qui est déjà plébiscité et connu par la communauté professionnelle. Comment expliquer l'absence d'effet à 3 mois ? Eh bien, peut-être qu'il y a un effet de familiarisation, une nécessité de familiarisation de l'outil, avec un petit effet d'apprentissage. On est meilleur, plus on l'utilise, plus on est meilleur avec cet outil. Et puis surtout, on s'est dit que probablement, en fait, au début, on utilise l'outil pour la cystite et l'angine, et puis en fait, à chaque infection, on va l'utiliser à chaque fois, et donc globalement, ça va améliorer nos prescriptions globales, et probablement plus en adéquation avec les recommandations, c'est-à-dire la bonne molécule, la bonne posologie et la bonne durée. On peut noter aussi qu'on n'a absolument aucune donnée clinique, et ça me manque, c'est-à-dire que nous, via Antibio-Click ou dans notre étude, on n'a pas été capable de savoir pour quelle pathologie les médecins généralistes avaient prescrit des antibiotiques. Impossible à récupérer, nous, comme données. Et c'est très dommage, évidemment, parce qu'on aurait voulu savoir dans quelle pathologie ils prescrivent quand même des fluoroquinolones ou alors ils prescrivent pas d'antibiotiques, d'où l'intérêt de la présentation après de Mathieu sur la base de données P4DP. Voilà, qui relierait l'indication, le diagnostic, la thérapeutique utilisée. Alors nous, on a eu beaucoup le nez creux. En fait, on a commencé notre étude en décembre 2019 pour aller jusqu'en décembre 2020. C'était super. Voilà. La prochaine fois, on fera mieux, j'espère. Quel impact du Covid sur notre étude ? En fait, on ne sait pas, sauf que la randomisation, normalement, nous a protégés d'un effet uniquement sur un groupe. Ce serait en tout cas très, très intéressant de refaire cette étude hors période pandémie. On peut se poser la question de notre région, qui est quand même une région particulière, parce que vous voyez qu'en fait, nous, on est là, la région Pays de la Loire, et on est déjà la région la moins consommatrice d'antibiotiques. Donc, si on fait la même étude dans d'autres régions de France, quel résultat on peut attendre ? C'est dommage aussi que Madame Cazeneuve ne soit pas là pour entendre cette demande. Et puis, on peut se poser la question des gros prescripteurs médecins généralistes qui sont connus par la CNAM. Est-ce que ce genre d'action pourrait être efficace sur ces gros prescripteurs ?
Et puis aussi les autres prescripteurs. Alors attention, ce graphique est difficile à comprendre au début, parce que vous avez une double échelle qui n'est pas... en bleu, en fait, c'est les prescriptions des antibiotiques par les médecins généralistes. Mais vous voyez qu'on est à une échelle 612 prescriptions pour 1000 habitants par an. Et en rose plein, c'est les dentistes, et en pointillé, ce sont les spécialistes, mais ils sont à une échelle de 100. Donc en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que nous, les médecins généralistes, ça a une tendance à la baisse, le nombre de prescriptions. Après, on partait de très très haut, hein, donc tant mieux. Mais par contre, on voit que la tendance chez les spécialistes et chez les dentistes est plutôt légèrement à la hausse. Donc pourquoi pas s'intéresser à ces autres spécialités. En conclusion, dans la plénière pertinence et qualité des soins, on voit que associer l'assurance maladie, les médecins généralistes universitaires et des outils déjà utilisés, connus, peuvent permettre probablement d'améliorer, en tout cas d'avoir une meilleure pertinence des soins. Le DAM est probablement un facilitateur de changement, Antibio-Click est probablement un facilitateur de prescription raisonnée. Donc les deux ensemble, normalement, il n'y a pas de raison, ça doit marcher. Je vous remercie pour votre attention.